Bonjour les élèves de tronc commun. Dans cette vidéo, on va traiter le chapitre des actions mécaniques. Les corps étudiés en mécanique sont des corps inertes. Inertes, c'est-à-dire non vivants. Ces corps sont incapables de se déplacer ou de changer sa forme par eux-mêmes. Ils ne réagissent qu'aux actions mécaniques extérieures qui leur sont appliquées. Ainsi, chaque fois qu'on constate un changement de forme ou bien changement de mouvement, on peut conclure immédiatement qu'il a subi une action mécanique extérieure. Par exemple, dans l'image 1, la balle de tennis, elle ne peut pas changer la direction ou bien le sens de mouvement toute seule. Donc, il a subi une action mécanique. Dans la deuxième photo, le ballon de foot ne peut pas mettre en mouvement tout seul. Donc, il a subi une action mécanique. La même chose pour la troisième photo. La table qui empêche le cahier de tomber au sol. Alors, le cahier ne peut pas maintenir en équilibre tout seul. Donc, la table qui a fait l'action. Dans la quatrième photo, la perche ne peut pas déformer toute seule. Donc, il a subi une action mécanique. Alors, pour bien étudier les actions mécaniques, les physiciens introduisent la notion de force. Chaque action mécanique est modélisée par une force. La force est une grandeur vectorielle et caractérisée par point d'application, la ligne d'action, le sens et l'intensité. On va illustrer ça dans la partie suivante. Alors maintenant, on va faire l'exemple 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la raquette frappe la balle de tennis. La raquette frappe la balle de tennis. Alors, la raquette joue le rôle de l'acteur. L'acteur. Et la balle de tennis joue le rôle de receveur. Qui a subi l'action? Receveur. Mais à ce moment-là, je ne peux pas étudier l'action mécanique d'une manière plus précise. Pour cela, les physiciens ont introduit la notion de force. On modélise l'action mécanique. Alors, pour bien illustrer et étudier d'une manière plus précise, on introduit la notion de force. On écrit comme ça. La force, par exemple, je donne le symbole F1 vecteur. La force est une grandeur vectorielle qui est caractérisée par point d'application. Point d'application. C'est quoi point d'application? Si le point où on fait l'action, alors la raquette et la frappe et la balle ici, dans ce point-là, je l'appelle A, point A. La deuxième caractéristique, c'est la ligne d'action, La ligne d'action correspondant suivant la direction suivant laquelle agit l'action. Alors, je peux dessiner d'une manière pointillée. Alors, c'est ça. Je change la couleur, mauve, pour bien illustrer. Oui, c'est une droite qui passe par point A. Je reviens. Alors, la droite, inclinée, passant par A. Alors, la troisième caractéristique, c'est le sens. C'est le sens de mouvement. Donc, la balle, elle va mouver dans ce sens-là. Alors, du point A, dont j'écris ici du point A vers le haut. Pour l'intensité, c'est l'intensité c'est une valeur positive qui caractérise l'effet de l'action mécanique. Par exemple, je peux écrire F1 sans vecteur est égal à 12 newtons. Alors, quand j'ai les quatre caractéristiques, maintenant, je peux
dessiner la force qui est exercée par la raquette sur la balle. Je donne par exemple, je dessine arbitrairement. Elle a commencé par ici. Je continue, et c'est ça. C'est ça la vecteur qui présente, la force exercée par la raquette sur la balle de tennis. Et la même chose pour la deuxième exemple. Alors, l'action, qu'est-ce qu'on a dans le deuxième étage? Le joueur, il frappe le ballon. Alors, le ballon, il joue le rôle de receveur. Et le joueur joue le rôle de l'acteur. Alors, c'est une action mécanique. Alors, pour étudier cette action mécanique d'une manière plus précise, on modulise par une force. Oui, j'ai déjà dit que je donne le symbole, de F2. La force est caractérisée par 4 caractéristiques. 1, 2, 3, 4. Lesquelles? Point d'application, la ligne d'action, le sens et l'intensité. Dans ce cas-là, point d'application, c'est point de contact. Point, on fait l'action, c'est ça. Alors, le joueur, il frappe le ballon ici. La ligne d'action, on a déjà dit que la droite suivant laquelle agit l'action, je peux dessiner d'une manière pointillée. Le sens, c'est le sens de mouvement. Et l'intensité, c'est une valeur positive, toujours positive, qui caractérise l'effet de la force. Quand je termine, c'est comme une flèche F2 vecteur. C'est ça la force exercée par le joueur sur le ballon. Dans d'autres exemples ici, qu'est-ce qu'on a? On a la table qui empêche le livre de tomber au sol. Donc, dans ce cas-là, il y a la table, c'est l'acteur. Et le cahier, c'est le receveur. Mais il empêche, il y a plusieurs. Pour modéliser, on a besoin d'une force. J'écris F3 vecteur. La première caractéristique, c'est point d'application. Toujours point d'application. Alors, il y a un contact entre le livre et la table ici. Il y a beaucoup de points. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je choisis le centre. Je donne un autre indice, je donne par exemple I. Alors, I, c'est le point d'application, ou la même chose, alors la table, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le livre en haut. Donc, la ligne d'action, c'est la droite verticale qui passe par I. Le sens, c'est vers le haut. Et l'intensité, je le donne arbitrairement. J'ai déjà dit que c'est une valeur positive qui caractérise l'effet de la force. Et la même chose pour la quatrième cas. Alors, la deuxième partie, classification des forces. Je fais un petit rappel de l'année dernière. Les forces peuvent être soit de contact, soit à distance. Je fais un petit exemple ici pour illustrer ces dernières fois de contact. Dans cet exemple, je prends un support, un fil et un corps S dans l'extrémité. Un corps S. Alors, le fil, il fait une action sur le corps S. Il le touche. Alors, le fil, il touche le corps S ici. Donc, pour cela, on dit que la force exercée par le fil sur le corps S, force de contact. Mais les forces de contact peuvent être soit localisées ou bien réparties. Localisé comme celui-là. Alors, réparti comme quoi? Par exemple, une table.
Au-dessous, il y a un livre. C'est ça, un livre. Alors, la table, elle fait une action sur le cahier. Alors, il y a contact en plusieurs points. Beaucoup de points. Mais n'est pas comme celui-là qu'il y a un seul point. La force exercée. J'écris ça. La force exercée par la table est répartie. Par contre ici, la force exercée par le fil localisé. Pour les forces à distance sont toujours réparties. En réalité, il y a deux types d'actions à distance réparties, soit la gravitation, la force exercée par la Terre, c'est une force à distance, parce que n'est pas obligé d'être en contact avec la Terre pour le tirer. Et toujours fait une attraction, gravitation, la force gravitation de la Terre, et l'autre force, c'est la force magnétique, la force exercée par un aimant magnétique. Je pense jusqu'à ici, on a fait le rappel de l'année dernière. Alors, dans l'année dernière, on a dit que les forces peuvent être soit contact, soit à distance. Et les forces de contact peuvent être réparties ou bien localisées. Et les forces à distance sont toujours réparties. Ce qui est nouveau dans cette année, que les forces peuvent être soit extérieures, ou bien intérieur. C'est-à-dire quoi? Je vais illustrer ça dans un exemple ici. Je fais un exemple. Attends. Alors, pour bien illustrer les forces extérieures ou les forces intérieures, j'utilise cet exemple-là, un support, un fil, ou bien un ressort, un corps S. C'est ça le fil. Alors, je fais le bilan des forces. Alors, pour faire le bilan des forces, je dois choisir le système étudié. C'est quoi le système étudié? C'est le corps étudié en mécanique. Alors, je choisis le système S. Je fais deux fois, donc j'ai divisé par deux. Dans le premier cas et deuxième cas. Dans ce cas, le système étudié, c'est le corps S. Alors, quelles sont les forces qui agissent sur le corps S? Alors, il y a l'action du fil et l'action de la Terre. Alors, la force exercée, j'étais tension du fil, tension du fil sur le corps S, et P, la force exercée par la Terre, qu'on a déjà dit, c'est une force à distance. La force exercée, la tension sur le fil, c'est une force de contact localisée, parce que le fil, il touche le corps S dans un point. Mais la force exercée par la Terre, c'est une force à distance répartie. J'ai déjà dit que la gravitation, c'est une force à distance. Alors, le poids
le poids du S, ou bien du corps S. Alors, la tension du fil, est-ce que c'est une force extérieure ou bien une force intérieure? Si la force, ou bien si le corps qui exerce la force à l'extérieur du système étudié, donc c'est une force extérieure. Si à l'intérieur du système étudié, donc c'est une force intérieure. Dans ce cas-là, c'est quoi le système étudié? C'est ça le système étudié. Alors, tension de fil, c'est une force extérieure parce que à l'extérieur du système étudié, c'est une force extérieure. Le poids, c'est la force exercée par la Terre, c'est aussi une force extérieure. Dans le deuxième cas, je choisis le système étudié. C'est quoi? Je choisis cette fois le fil. Je vais effacer la trace en rouge. Le fil plus le corps S. Le fil plus corps S. Alors, quelles sont les forces qui agissent sur le système étudié? Alors, je commence par le support. Je peux donner le symbole F. La force exerce sur le fil I et le corps S. Et d'autres forces, c'est le poids de fil plus le corps S. Alors, la force exercée par le support, c'est une force extérieure. Et le poids, c'est aussi une force extérieure. Mais la force exercée par le fil sur le corps S, c'est une force intérieure. La force exercée par le fil sur le corps S, c'est une force intérieure. Et aussi, la force qui est exercée par le corps S sur le fil, c'est une force intérieure parce que c'est une force à l'intérieur de corps étudié ou bien de système étudié. Maintenant, on va commencer la troisième partie, l'action d'un plan sur un solide. Cette partie-là est très importante, elle a besoin un petit peu de concentration. Donc pour l'illustrer, je commence par l'inventaire des forces exercées sur un plan incliné. Donc je commence. Je vais dessiner un plan incliné qui constitue un plan incliné, la brosse, et d'autres parties horizontales. A, B, C. Alors la partie AB est inclinée et la partie BC est horizontale. Je vais dessiner le corps S. C'est ça le corps S. Je vais faire l'inventaire des forces. Donc je commence par faire l'inventaire. Je crée le système étudié. Le système étudié. Le corps S.
le corps S. Donc, quand je veux faire l'inventaire de force, je commence toujours par le poids. Pourquoi? Parce que le poids, la force exercée par la force, il toujours existe. Qu'est-ce qu'il fait la Terre? Il attire le corps S. Alors, je commence par le poids. P, le poids du corps S. Alors, fais attention. Qu'est-ce qu'on a dit? Que la Terre, qu'est-ce qu'il fait à le corps S? Il tire le corps S. Et le plan, qu'est-ce qu'il fait? On a déjà dit que dans les premières parties, que les actions mécaniques sont modélisées par une force, par les forces. Donc, pour bien illustrer une action mécanique, j'utilise la notion du force. Donc, c'est la même chose. L'action exercée par la Terre, c'est ce qu'on appelle le poids. Alors, quand la Terre tire le corps S, qu'est-ce qu'il fait? Le plan incliné. Il l'empêche de tomber, il l'empêche de s'enfoncer. Alors, c'est ça la première action. Si je veux le présenter, je vais dessiner un vecteur normal qui s'appelle R normal. Qu'est-ce qu'il fait encore? Le plan incliné, il empêche le corps S de glisser. Normalement, le corps S, il doit glisser. Mais le plan incliné, il le freine. Donc, il y a deuxième action. Alors, quand je dis le plan incliné, il freine le corps S, donc le sens de cette action, il doit être dans le sens contraire de mouvement. Alors, il freine, donc il doit être dans le sens contraire de mouvement. Cette composante, elle s'appelle composante tangentielle. Donc, j'écris ici Rn, la composante normale, plus la composante tangentielle. Je répète, qu'est-ce qu'on a dit dans les premières parties? Que chaque action est modélisée par une force. Et il est clair. Alors, maintenant, on a commencé par le poids. Le poids, c'est une action exercée par la Terre. On a modélisé par la force P. Alors, le plan incliné, qu'est-ce qu'il fait? La première action, il l'empêche de tomber au sol. Parce que la Terre, elle tire. Alors, c'est ça la première action. La deuxième action, elle freine. Il l'empêche d'avancer. C'est ça la deuxième action. C'est pour ça j'ai dit deux composantes. La composante normale, la réaction normale de plan et la réaction tangentielle. Alors, on a déjà étudié dans l'année précédente pour un parallélogramme AB, C, D. Si je veux faire la somme de deux vecteurs, par exemple, DC plus DA. DC plus DA. Alors, DC plus DA, la somme de deux vecteurs, c'est DB. C'est DB. La même chose ici. Alors, pour faire la somme de deux vecteurs, je vais dessiner le parallélogramme. Alors, c'est ça. Et après, je vais dessiner R, la réaction du plan incliné sur le corps S. C'est ça, R, vecteur. Mais, est-ce que la force de frottement, elle est constante? Non, elle n'est pas constante, elle dépend de la nature de surface. Est-ce qu'il est lisse ou bien non? Donc, si le plan incliné n'est pas lisse, la force de frottement, il doit être un petit peu plus grand. Donc, j'augmente la réaction de frottement. Quand j'augmente la réaction de frottement, le parallélogramme va changer. Le parallélogramme va changer. Et quand le parallélogramme va changer, la somme de deux vecteurs R, N, R, il aussi va changer. Alors, qu'est-ce qu'il arrive ici? L'angle entre la composante normale et R augmente. Cet angle-là se symbolise par phi. Je n'ai pas écrit ici que Rn plus Rt est égal à R. Qu'est-ce qu'on a découvert maintenant? Phi qui s'appelle quoi? Il s'appelle l'angle de frottement.
c'est l'angle entre la composante normale et R. Et si on augmente aussi le frottement, l'angle phi va augmenter aussi. Alors, il y a d'autres choses que doit savoir. Si K qui est égal tangente phi, il s'appelle coefficient de frottement. Coefficient de frottement. Comment je peux calculer le tangente phi? Je vais illustrer ça maintenant. Dans un triangle rectangle, en A, je veux calculer le tangente de l'angle, alpha. Tangente de alpha. Qu'est-ce qui est égal? Égal le côté opposé, c'est ça le côté opposé de l'angle, je l'appelais A, sur le côté adjacent, je l'appelais B. Alors, tangente alpha est égal A sur B. C'est la même chose ici. K est égal la composante tangentielle. C'est ça la composante tangentielle en vert sur la composante normale. Alors, si vous constatez bien que le côté opposé de l'angle phi égale la composante tangentielle. Je reviens aux maths de troisième année. Dans un parallélogramme, quand je peux dire un quadrilatère AB, CD, c'est un parallélogramme. Si les deux vecteurs BC est égal à AD. C'est la même chose ici, puisque ça c'est un parallélogramme, alors le vecteur RT est égal, le vecteur tangentiel RT est la même. Je fais une translation de vecteur RT ici. Donc, pour le coefficient 1, j'ai écrit égal à RT pour trouver le côté opposé de l'angle phi sur Rn. C'est bon? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a compris? C'est quoi la réaction de plomb? La réaction de plomb, alors le plomb, il fait deux actions. L'action qui empêche le corps S de tomber, on a dit cette réaction, on modifie par la force normale. La deuxième action, il empêche d'avancer et freiner, donc la réaction de frottement. La somme de Rn et Rt est égale à R. On a aussi découvert l'angle phi, il s'appelle l'angle de frottement, et le coefficient de frottement. Maintenant, je vais ajouter d'autres choses. Si je veux calculer R géométriquement, alors, fais attention avec moi. Si vous, dans un triangle rectangle, d'après le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, je donne le symbole C, le carré de l'hypoténuse est égal à 100 des carrés des autres côtés. Alors, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Alors, ici, c'est la même chose. C'est quoi l'hypoténuse ici dans ce triangle-là? C'est R. R au carré est égal à quoi? Pardon, je vais effacer la racine. R au carré est égal à Rn au carré plus Rt au carré. Rt au carré. Ici, je veux calculer R égale Rn racine Rn au carré plus Rt au carré. C'est bon? Alors, maintenant, je vais terminer l'inventaire des forces. Alors, qu'est-ce que j'ajoute? R. C'est quoi R? C'est la réaction du plomb sur le corps S, tel que R est égal à Rn plus
RT. Le cas que j'ai expliqué maintenant, le cas où il y a de frottement. Mais le cas où il n'y a pas de frottement, qu'est-ce que je fais? J'annule la composante tangentielle. Je vais illustrer ça dans un exercice qu'on va faire après. Alors maintenant, on va passer à la quatrième partie. Maintenant, on a passé à la quatrième partie, force pressante et pression. Alors, c'est quoi la force pressante? Ou bien, quand je peux dire que cette action est associée à une force pressante? C'est très facile. Chaque action de contact répartie est associée à une force pressante. Je répète, chaque action de contact répartie est associée à une force pressante. Par exemple, un plan horizontal et un solide S. Donc, la force exercée par le solide S, sur la table. Cette force est de contact parce qu'il y a plusieurs points répartis. Dans ce cas-là, la force exercée par le solide S est appelée force pressante. Je répète, chaque action de contact répartie est associée à une force qui s'appelle force pressante. Je donne un autre exemple. Exemple d'une bouteille, une bouteille d'eau, par exemple. Alors, elle remplit d'eau. Donc, l'eau à l'intérieur de la bouteille, et il existe une force sur les parois de la bouteille et les contacts qui est réparti. Alors, donc, un morceau ici, si je prends un morceau ici, alors l'eau en contact avec les parois de la bouteille dans plusieurs points. Donc, l'eau, l'eau applique une force qui s'appelle force pressante, perpendiculaire à les parois de la bouteille. Dans ce morceau-là, mais je peux voir d'autres morceaux, par exemple ici. Alors là, en contact avec les parois de la bouteille en plusieurs points, donc répartis, donc ça s'appelle force pressante. Dans ce cas-là, la pression ou bien la force exercée par l'eau sur la bouteille est perpendiculaire, je donne 1, 2, perpendiculaire aux surfaces de contact. Alors, je pense qu'on est maintenant, elle est claire. Les caractéristiques de la force de pressante. Si, point d'application, les caractéristiques de force pressante, c'est quoi? Pour point d'application, c'est toujours le centre de surface de contact, centre de surface de contact. Pour la ligne d'action est toujours perpendiculaire à la surface de contact, toujours. Pour la ligne d'action, la ligne d'action est la droite perpendiculaire à la surface de contact. Pour le sens, dans ce cas-là, le sens, le solide, il fuit la forte pression vers le bas. Alors, dans ce cas-là, ici vers le bas, ici à gauche,
Ça dépend de chaque cas. Je donne le sens de cet exemple-là. Donc, de haut vers le bas, de haut vers le bas. Et pour la dernière caractéristique, c'est l'intensité. Pardon, la dernière caractéristique, l'intensité égale à F, parce que j'ai utilisé le symbole F. Alors, je vais donner une petite expérience. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un ponge, et ça, c'est un morceau, ou bien solide, que je le pose au-dessus d'un morceau de ponge. Alors, si vous bien constatez que il n'y a pas de déformation de ponge, ou bien n'est pas remarquable. Mais si je change la surface de contact par un point, alors si je change la surface de contact par un point, alors je peux constater une petite déformation. Alors qu'est-ce que je conclus? Que la pression, parce que quand je mets le solide au-dessus de la ponge, le solide prise le ponge. Il applique une force de prise. Il applique une force de pressante. C'est-à-dire, il y a une pression. Donc, il y a une relation qui lie la pression et la force pressante. C'est ça. La pression est égale à la force pressante divisée par la surface. C'est ça, c'est quoi? Pression. L'unité de la pression en système international, c'est Pascal. Et pour la force, c'est en Newton. Et pour la surface, c'est mètre carré. Donc, Newton sur mètre carré est égal à la pression. À ce moment-là, on a terminé notre leçon. Je vais essayer de faire des exercices et partager avec vous. J'espère que vous avez bien compris.